Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la lecture commentée du chapitre 5 concernant les états de la matière. Pour commencer en préambule, ce petit message pour vous dire que j'ai délibérément désactivé tout ce qui est monétisation de mes vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc vous pouvez très librement regarder ces vidéos, vous abonner à cette chaîne, activer les notifications qui vous permettront de savoir lorsque lorsque je la mets à jour. Je ne gagne pas un centime avec vos clics. Donc que les choses soient très claires. Voilà, c'est pour vous et pas pour moi. Donc ça c'est un premier point. On va commencer. Je vais afficher la vidéo, enfin le chapitre, et on va commencer son commentaire dès maintenant. Ça ne devrait plus tarder. Nous y voilà. Alors, les états de la matière. Alors, les états de la matière, certains d'entre vous ont peut-être déjà travaillé dessus à l'école, c'est normal. Mais vous allez voir que dans ce chapitre, on va un petit peu plus loin que ce que vous avez certainement déjà vu à l'école. Première chose, tout corps pur peut se présenter dans 3 états physiques, solide, liquide et gazeux. Je précise bien corps pur, parce que pour ce qui concerne les mélanges, eh bien, les choses sont un petit peu différentes. On en parlera un petit peu l'an prochain en classe de 5e, mais très peu. Et donc, tout ce qu'on va voir aujourd'hui ne concerne que les corps purs. Alors attention, pour ceux qui auraient oublié ce que c'est qu'un corps pur, par opposition à un mélange, je vous renvoie au chapitre précédent où les définitions de ces deux termes ont été données. Donc ça, ce sont les 3 états, solide, liquide et gazeux, sur lesquels vous allez travailler au collège. En fait, il y en a 2 autres. Simplement, on ne les étudie pas au collège, c'est pour ça qu'on vous en parle peu. Le premier, c'est ce qu'on appelle les cristaux liquides. Alors les cristaux liquides, vous trouvez ça sur vos montres notamment, à affichage digital. Les chiffres des affichages digitaux sont pour la plupart réalisés avec ce qu'on appelle des cristaux liquides. Ça s'étudie en classe de terminale, donc vous avez un petit peu de temps. Et le 5e état, c'est ce qu'on appelle le plasma. Alors le plasma, ça se rencontre quand la matière est portée à très très haute température, à plusieurs millions de degrés, donc principalement au centre des étoiles, telles que le Soleil, également au centre des éclairs. Et à ces températures-là, la matière n'a plus du tout les mêmes propriétés que celles dont on a l'habitude, et donc de ce fait, on considère qu'il s'agit d'un état de la matière différent. Ça, les plasmas, ça s'étudie après le bac, donc vous avez largement le temps de voir venir. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux propriétés des états physiques de la matière, en les prenant les uns après les autres, en commençant par les solides. Alors, un solide a une forme propre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'un solide ne va pas changer de forme suivant le récipient qui le contient. Là, vous avez un schéma. Sur ce schéma, on vous explique que le solide qui ressemble à un glaçon, eh bien, le glaçon ne va pas prendre la forme du verre à cocktail qui est représenté. Il va conserver sa forme cubique. C'est un solide, il a une forme propre. Alors, c'est une propriété intéressante, et si je prends un autre exemple, celui d'une clé par exemple, eh bien je suis très content que cette clé ne change pas de forme entre le moment où elle est dans la serrure qui permet que je peux ouvrir avec cette clé et le moment où je la remets dans ma poche, parce que sinon, à l'issue de ce passage dans ma poche, eh bien je ne pourrais plus ouvrir ma serrure, ce qui serait quand même très gênant, reconnaissons-le. Donc qu'un solide ait une forme propre, c'est quand même assez pratique. Il y a un cas particulier, ce sont les solides divisés. Alors par exemple du sable ou de la farine, si vous prenez du sable ou de la farine et que vous mettez le sable ou de la farine dans un verre à pied, eh bien vous verrez qu'effectivement le sable ou la farine va prendre la forme du verre à pied. Par contre, la surface libre, autrement dit la surface de contact entre le sable et l'air, ou la farine et l'air, eh bien va avoir une forme quelconque. Et suivant la manière dont vous allez déposer ce sable ou cette farine dans le verre à pied, cette surface n'aura pas la même forme. C'est ce qui est représenté sur le schéma que vous avez là. Ça, c'est une caractéristique des solides, et vous verrez que dans le cas des liquides, c'est très différent. On dit également que un solide est incompressible et inexpansible. Alors vous avez la définition de compressible et expansible en rouge juste au-dessous. Cela signifie que
pour ce qui concerne un solide, on ne peut pas changer le volume qu'il occupe. On peut changer sa forme, mais ça ne changera pas au global son volume. Donc compressible, c'est dont on peut diminuer le volume, expansible, dont on peut augmenter le volume, et si c'est incompressible et inexpansible, ce sont les antonymes. On ne peut pas ni augmenter ni diminuer le volume, autrement dit, on ne peut pas modifier le volume occupé par un solide. Alors vous verrez dans la partie consacrée au gaz que il existe une expérience très simple que l'on peut faire qui permet de mettre cela en évidence. Les liquides à présent. Alors, contrairement au solide, un liquide n'a pas de forme propre. Vous voyez ci-dessous un schéma avec 4 récipients usuels du laboratoire. En 1, un ballon, en 2, un bécher, en 3, un Erlenmeyer, en 4, un tube en U. Alors le tube en U, je ne vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant. C'est simple, hein, comme son nom l'indique, il s'agit d'un tube en verre qui a une forme de U. Hein, voilà, ça s'appelle un tube en U. Et vous voyez que le liquide qu'on a mis dans ces récipients, vraisemblablement de l'eau, mais peu importe, a pris la forme du récipient qu'il contient. La forme du ballon, la forme du bécher, de l'Erlenmeyer ou du tube. Donc un liquide n'a pas de forme propre. Un liquide, comme un solide, est incompressible et inexpansible. On peut modifier la forme qu'il prend, mais ça ne change pas le volume qu'il occupe. Et enfin, dernière particularité, la surface libre des liquides au repos est plane et horizontale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La surface libre, c'est donc la surface de contact entre le liquide et l'air. Alors je vais prendre un exemple, celle du liquide qui se trouve dans le bécher, et je vais tracer la droite qui supporte la surface libre. Alors, voilà. Je vais grossir un petit peu, comme ça on y verra plus clair. Voilà. Alors, donc j'ai tracé la droite de cette surface libre, voyez-vous, en noir, et vous voyez que cette surface libre est plane, ça veut dire qu'elle suit une droite, et horizontale, ça veut dire qu'elle est parallèle à la table sur laquelle on a posé les récipients. Et vous voyez qu'on a pris le soin d'incliner ces récipients en utilisant des petites cales, hein, vous les voyez ici, là, là, là et là, et même si on a incliné ces récipients, eh bien la surface libre des liquides reste horizontale, c'est-à-dire parallèle à la table sur laquelle on l'a placé. Comment est-ce que ça se met en évidence? Eh bien ça se met en évidence avec ce qu'on appelle un fil à plomb. Alors le fil à plomb, il est représenté sur la gauche du schéma. Alors c'est un instrument qui est principalement utilisé en maçonnerie, parce qu'un fil à plomb indique toujours la verticale. Et c'est très utile pour un maçon qui est en train de construire un mur, parce que cela lui permet de vérifier que son mur est bien droit. Eh bien, il se trouve que la verticale, donc toujours indiquée par le fil à plomb, est toujours perpendiculaire à l'horizontale. Eh bien, si vous regardez la droite que j'ai tracée dans le prolongement de la surface libre du liquide qui est dans le bécher, elle est effectivement perpendiculaire au fil à plomb. Si vous prenez une équerre, vous pourrez le vérifier aisément. Alors vous savez comment se représente un angle droit en géométrie, donc je vais faire ce petit symbole. Voilà. Comme ceci. Et comme cela. Voilà. Et donc le fait que la surface libre de mon liquide soit perpendiculaire à mon fil à plomb prouve qu'elle est horizontale. Alors j'ai bien précisé au repos. Au repos parce que si le liquide n'est pas au repos, évidemment, sa surface libre n'est ni plane ni horizontale. L'exemple que vous connaissez très certainement, c'est l'océan. L'océan, vous savez qu'il n'est pas véritablement plan ni horizontal. Il y a des vagues, ce qu'on appelle la houle. Et ces vagues et cette houle font que la surface n'est pas véritablement plane. Et c'est normal. Tout simplement parce qu'à l'intérieur des océans, on a des courants. Et l'eau n'est absolument pas au repos. C'est la raison pour laquelle on précise que au repos, la surface libre des liquides est plane et horizontale. Voilà pour les liquides. À présent, les gaz. Alors, petite précision de français, petit rappel.
Les mots qui finissent par un Z ne prennent pas de S au pluriel, donc je n'ai pas fait de faute d'orthographe, contrairement à ce que certains d'entre vous pourraient penser. Les gaz ne prennent pas de S à la fin, le Z suffit. Donc on dit que les gaz sont compressibles et expansibles. Comment est-ce qu'on met ça en évidence? Eh bien il suffit de prendre une seringue, à l'intérieur de laquelle naturellement il y a de l'air, tout simplement. On va boucher cette seringue avec un bouchon ou avec un doigt, tout simplement. Et de l'autre côté de la seringue, il y a un piston. Et quand on a de l'air ou n'importe quel autre gaz, peu importe, à l'intérieur de cette seringue, on peut déplacer le piston, soit le rapprocher et donc diminuer le volume occupé par l'air, soit au contraire l'éloigner et augmenter le volume occupé par l'air. Donc on dit que les gaz sont compressibles et expansibles. Ce sont les schémas que vous avez là. Je vous ai dit précédemment que les solides et les liquides, eux, n'étaient pas compressibles et expansibles. Si vous remplacez l'air par de l'eau, par exemple, et que vous bouchez très correctement la seringue et que vous vous assurez qu'il n'y a plus d'air du tout dedans, qu'il n'y a plus de bulles, vous pourrez toujours essayer d'appuyer sur le piston ou de tirer dessus, vous n'y parviendrez pas. Les liquides sont incompressibles et inexpansibles. Et de la même manière, si vous remplacez l'eau par du sable, et que de la même manière vous veillez à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air, eh bien vous pourrez toujours essayer d'appuyer ou de tirer sur le piston. Si votre seringue est correctement bouchée, vous n'y parviendrez pas. Donc, contrairement au gaz, les solides et les liquides sont incompressibles et inexpansibles. Alors, les gaz n'ont pas de forme propre non plus, contrairement aux solides. Comme les liquides, les gaz n'ont pas de forme propre. L'air a épousé la forme de la seringue dans laquelle j'ai mise. Et donc, un gaz n'a pas de forme propre, pas plus qu'un liquide. Il n'y a que les solides qui ont une forme propre. Et enfin, dernière propriété intéressante, c'est que les gaz utilisent tout le volume qui leur est proposé. C'est-à-dire que, par exemple, dans le laboratoire où on se retrouve traditionnellement, eh bien l'air a pris tout le volume du laboratoire. Et c'est quand même globalement une bonne nouvelle parce que, imaginez que ce ne soit pas le cas, eh bien ça voudrait dire que potentiellement certains d'entre vous au laboratoire n'auraient pas d'air pour respirer. Ce serait quand même dommage, convenons-en. Voilà, rassurez-vous, vous pouvez tous respirer parce que l'air, comme tous les gaz, prend tout le volume qui lui est proposé. Bonne nouvelle. Ce n'est pas le cas des solides et des liquides. Vous savez bien que quand vous avez un verre d'eau et que vous en buvez la moitié, le verre d'eau ne va pas à nouveau se remplir. L'eau ne va pas prendre tout le volume qui lui est proposé. Voilà. Sinon, ça se saurait. Vous l'avez tous constaté, les liquides ne prennent pas tout le volume qui leur est proposé, contrairement au gaz. Voilà ce que je voulais vous dire concernant les propriétés des trois états de la matière. Alors, qu'est-ce qu'il faut que vous reteniez? Eh bien, il faut que vous sachiez faire les trois schémas qui sont représentés, que vous connaissiez les définitions, ce que c'est qu'une forme propre, ce que signifie compressible et expansible, ce que c'est qu'une surface libre pour ce qui concerne les solides et les liquides. Pour les gaz, ça n'a pas de sens. Et que vous sachiez qu'un gaz utilise tout le volume qui lui est proposé. Voilà, ce sont les choses que vous devez retenir. Deuxièmement, changement d'état. Alors, les changements d'état, vous avez tous constaté qu'on peut passer d'un état de la matière à un autre. Vous avez tous remarqué que lorsqu'on met une casserole à chauffer à la cuisine, eh bien à partir d'une certaine température, l'eau qu'on a mis dedans passe de l'état liquide à l'état gazeux. C'est ce qu'on appelle un changement d'état. Et donc, on peut passer de l'état solide à l'état liquide. De la même manière, vous avez tous vu fondre un glaçon. Voilà, on passe à ce moment-là de l'état solide à l'état liquide. Et dans le cas de la casserole sur le feu, on passe de l'état liquide à l'état gazeux. Il est possible inversement de passer de l'état gazeux à l'état liquide et de l'état liquide à l'état solide. Ces passages d'un état à un autre, ça s'appelle des changements d'état. Il y en a donc 4 que je vous ai présentés. Ils portent des noms, il faut les connaître, vous les observez là sur le schéma ici. Et donc il est possible de passer d'un état de la matière à un autre. Alors ce qui est important de comprendre aussi, et ça dans un sens vous le savez, vous le comprenez aisément. Vous savez bien que pour faire passer l'eau de l'état liquide à l'état gazeux, il faut la chauffer. Alors ça c'est ce qu'on dit dans une cuisine. En physique-chimie, on n'utilise pas exactement le même vocabulaire, on dit qu'il faut apporter de l'énergie à l'eau. Chauffer, c'est le langage qu'on utilise dans une cuisine. En termes de physique-chimie, ça s'appelle apporter de l'énergie à l'eau. D'accord? Donc, dans le sens, ce que j'ai appelé le sens A,
hein, que je surligne ici. Donc quand on va de l'état solide à l'état liquide ou de l'état liquide à l'état gazeux, on apporte de l'énergie. A l'inverse, et c'est ça qui est intéressant de comprendre et qui est un peu plus complexe pour vous, quand on passe de l'état gazeux à l'état liquide ou de l'état liquide à l'état solide, au contraire, on va enlever de l'énergie à la substance qui subit le changement d'état. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un réfrigérateur ou un congélateur, en fait, c'est une machine qui pompe de l'énergie aux aliments que vous mettez dedans et ça permet de les conserver plus longtemps. Voilà ce qu'il faut retenir là-dessus. Autre petit point, vous avez ici 4 changements d'état. Dans les faits, il en existe 2 autres. Parce que dans certaines circonstances et avec certains corps purs, il est possible de passer directement de l'état solide à l'état gazeux et réciproquement de l'état gazeux à l'état solide. Sauf qu'en classe de 6e, les seuls changements d'état qui sont à votre programme, c'est ceux de l'eau. Or, sur Terre, avec la pression qu'on connaît sur Terre, il n'est pas possible pour l'eau de passer de l'état solide à l'état gazeux ou de l'état gazeux à l'état solide directement. On passe toujours par l'intermédiaire qui est l'état liquide. Si on prend un autre corps pur, par exemple l'iode, c'est possible, mais pas avec l'eau. Donc ces 2 changements d'état-là, on ne vous en parle pas. Vous reverrez ça en classe de 4e. Mais ce n'est pas très grave parce que tout ce que vous verrez en 6e et 5e sur les changements d'état, c'est valable pour les 4 changements d'état que je vous ai nommés ici et que vous avez sur le schéma, mais c'est valable aussi pour les 2 autres. Donc en fait, la seule chose que vous aurez en 4e, c'est à retenir ces 2 nouveaux noms, qui sont les noms des changements d'état complémentaires, qui ne sont pas sur ce schéma. Donc vous voyez, ce n'est pas très très important. Et dernière partie, ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Alors vous avez travaillé sur une activité documentaire sur le sujet, donc je ne vais pas revenir dessus, vous aurez un corrigé bien sûr. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du fait qu'il s'agit d'un cycle, cela signifie que la quantité d'eau globalement présente sur Terre ne change pas. Là, c'est un premier point. Et l'autre chose, c'est que chaque changement d'état purifie l'eau et contribue donc à reconstituer les réserves utilisables par l'homme. Par exemple, lorsque vous avez l'évaporation qui a lieu au-dessus de la mer, la vapeur d'eau que vous avez au-dessus de l'océan, c'est pas de l'eau salée, c'est de l'eau douce. Donc vous voyez que chaque fois qu'on a un changement d'état dans ce cycle, et vous verrez en travaillant sur cette activité documentaire que à l'intérieur de ce cycle, des changements d'état, il y en a un certain nombre, eh bien on purifie l'eau, et donc ça contribue à reconstituer les réserves utilisables par l'homme, et ça c'est particulièrement important. Voilà ce que je voulais vous dire concernant ce chapitre. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée!